Bonjour et bienvenue au podcast, que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, que vous écoutiez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 98.3 FM. Patrick Lajeunesse au micro. Aujourd'hui, j'accueille deux hommes qui ont mis l'art au cœur de leur démarche. Pierre Huet est auteur de nombreux textes pour Beau Dommage, Offenbach, Paul Piché. Il a été rédacteur en chef du magazine humoristique Croc. Il continue d'écrire pour la scène et la télévision. Et il est aussi l'auteur de En 67, Tout était beau, chansons et souvenirs, qui est paru chez Québec Amérique en 2015. Également avec nous, Luc de la Rochelière, un des auteurs les plus prolifiques de sa génération, du Festival de la chanson de Granby, où il remporte 3 prix au début de la vingtaine, en passant par les grands succès qu'on connaît, comme Amer America. C'est aux côtés d'Andrea Lindsay qu'on l'entend surtout aujourd'hui dans ce magnifique duo artistique et amoureux. Messieurs, bonjour et bienvenue. Salut! Vraiment content de vous accueillir. Ben voilà, je suis content parce que ça fait un bout de temps que j'achale Luc avec ça. Donc là, il va dire, bon, ben, il va arrêter de m'écrire sur Messenger à tous les 2 jours. T'es tenace. Mais c'est bon, il fallait juste trouver le bon moment, puis là, je pense qu'on l'a trouvé, là. Ouais. Puis là, j'ai demandé, parce que c'est le principe, puis tu me l'as demandé, Pierre, avant l'entrevue, le principe de cette rencontre-là, c'est que je demande à quelqu'un à qui j'ai demandé, c'était à Luc, je dis, Luc, ça te tente de participer? Et je te demanderais à ce moment-là, toi, de trouver un invité, quelqu'un avec qui tu aimerais passer ce temps de partage-là. Puis il m'a nommé Pierre Huet, puis j'étais super content. Voilà, fait que... Puis on peut peut-être commencer avec ça. Comment vous vous connaissez tous les deux? Ben, je peux commencer à répondre, Pierre, si tu veux, parce que en fait, moi, je connais Pierre de nom depuis mon enfance. J'ai grandi avec ses chansons et aussi le magazine Croc, hein, là, de rien, ça faisait vraiment partie de la trame de mon adolescence, mettons. Donc, il y a beaucoup d'éléments culturels qui émanent de Pierre, avec lesquels je vivais comme ça, souvent sans savoir que c'était lui, parce que c'est souvent le cas des auteurs qui ne sont pas eux-mêmes interprètes. Et puis, à un moment donné, il y a quelques années, j'ai fait un projet qui s'appelait 7 jours en mai avec Michel Rivard, Marat Tremblay, Éric Goulet, Gilles Bélanger et les Mountain Daisy. Donc, on avait fait un projet comme ça où on s'était enfermé pendant une semaine pour créer des chansons et faire un disque. Et puis, c'est suite à ça qu'on est parti en tournée avec 7 jours en mai. Et lors d'un show, j'ai rencontré Pierre Huet, le grand chum je dirais, d'enfance, hein, même de Michel Rivard, avec un collaborateur dans Beau Dommage. Puis, tu sais, je pense que c'est là qu'on s'est vraiment parlé pour la première fois, après un show. Et après ça, sauf erreur, je t'ai appelé. À un moment donné, je t'ai appelé de nulle part en disant, ça attends-tu qu'on aille prendre un café? Et parce que oui, j'avais l'admiration pour sa belle jeunesse, qui s'amenuisait, la jeunesse, mais quand même. Ouais. Et donc, on est allé prendre un café qui s'est avéré très long. Et on a découvert qu'on était presque voisins. En fait, on est devenus plus voisins parce que, pur hasard, au moment où on s'est rencontrés, Luc est déménagé pas loin de chez moi. Encore plus, il m'a invité à son party d'anniversaire. Et bien voilà, ça a continué comme ça. Je pense que quand je t'avais appelé, Luc, je pense que tu avais dit peut-être qu'un jour, on pourrait essayer d'écrire quelque chose ensemble. Je pense que tu avais bien aimé le projet Séjour en mai. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça t'a donné le goût de faire quelque chose comme ça. Oui. Puis, comme Michel Rivard ne me rappelait plus. non, mais j'avais un texte que j'aimais bien, qui traînait, qui était là. Je l'avais laissé à Luc, parce que ce jeune homme est prolifique, ça n'a pas de bon sens. Assez rapidement, il l'a mis en musique. Cette chanson-là qui existe encore et qui est encore inédite, qui ne sera pas un jour. Et là, mais ça nous a encouragés à essayer de collaborer dans toutes les manières. Autrement dit, Luc m'envoyer un bout de musique, j'envoyais un bout de texte qu'il complétait. Et plus récemment, dans un projet qui est un petit peu bizarroïde, je peux en parler, Luc s'en nommait rien, c'est que il y a quelqu'un qui prépare un disque, une chanteuse, ça va éliminer beaucoup de monde, hein, une chanteuse, et qui cherchait des chansons. Et là, on a doublé la mesure où, grâce à Luc, que j'avais connu Andrea Lindsay, bien sûr, qui est non seulement adorable, mais talentueuse en mort, ce qui fait qu'à 3, encore une fois, dans toutes les directions,
texte de moi qui s'en va chez Andrea, musique de Luc, en tout cas, dans toutes les élections, évidemment, de Luc et Andrea et vice-versa aussi. On a écrit 7-8 chansons qui sont encore là, toutes belles, toutes neuves, toutes inédites. Et puis, parallèlement à ça, l'amitié, c'est de plus en plus tissé. Voilà. C'est ma lecture. Voilà. C'est donc le fun, ça. C'est tout naturel. Puis les chansons dont tu parles, Pierre, est-ce que c'est celles que j'ai entendues dernièrement de Luc puis Andrea, que tu publies quand même depuis le début de la pandémie plusieurs chansons sur Facebook avec des vidéos adorables, Luc? Non, ça c'est un autre. Ça, c'est vraiment le projet que j'avais créé avec Andrea Lindsay. OK. On est à notre deuxième album, moi et Andrea. On en avait sorti un en 2012. Oui. Puis là, c'est notre deuxième qui est sorti l'an passé, qui, comme beaucoup de projets en ce moment, est sur la glace. Hein. On vit cette frustration d'avoir mis au monde un beau bébé, puis on ne peut pas l'envoyer au parc, finalement. OK, parce que vous autres, tout était prêt, l'album était canné, vous étiez prêts à partir en tournée, puis bang. On avait commencé, mais là, on a dû interrompre et on ne sait pas trop. Là. On ne sait pas trop de quelle façon ça va reprendre. On a hâte de continuer à faire vivre ce disque-là. Mais ce disque-là, non, ça, c'était avant... ça n'avait pas rapport avec ce qu'on a fait avec Pierre. Non. Ça, c'est pour autre chose. Mais tu sais, on a fait, moi et Pierre, d'autres chansons ensemble. On est rendu à quoi? 4-5, là, peut-être. Et puis, on ne sait jamais. Les chansons, ça fait sa vie à un moment donné. Ça fait son chemin. Et ces chansons-là se retrouveront peut-être un jour. C'est peut-être sur un de mes projets, Andrea, ou d'un autre interprète. Donc, mais on a eu surtout beaucoup de plaisir à faire ça, à se renvoyer. On a fait ça dans le mois d'août cette année. Okay. C'est la pandémie, donc c'était comme un projet sans attente non plus. Et puis, mais c'est souvent comme ça que naissent les plus belles choses aussi. Ouais. Il faut voir le confinement, tout le monde, oublions les arcs-en-ciel et ça va mieux aller. Pour des gens comme nous, dont le métier, c'est d'écrire de la musique, des paroles, moi, en tout cas, j'ai profité de ce confinement. Autrement dit, tant qu'être enfermé chez nous, j'ai jamais été aussi créatif, mon Dieu. Des chansons, ces chansons-là en sont un bon exemple. Je travaille sur des tas de trucs et, parce qu'on viendrait fou si on est dans la maison à rien faire. Je suis sûr que Luc, à tout le temps, quand il n'a pas son fils dans les bras ou sa blonde, il va y attraper une guitare et, je veux dire, ça, c'est, à un sens, on a fait de notre malchance notre chance parce que c'est ça. En tout cas, moi, je sais que ça m'a beaucoup stimulé. C'est drôle que tu dises ça, Pierre, parce que moi, en tout cas, je suis content de l'entendre, en fait, parce que j'ai entendu plusieurs auteurs sur des podcasts, justement, pendant la pandémie, mais surtout au début, comme le premier mois, 2 mois, qui étaient complètement paralysés, là, il n'y avait pas le goût, il n'y avait pas le goût d'écrire, il n'y avait pas le goût de rien faire. Au début, oui, moi, c'était la même chose. Je savais pas aussi. J'avais de la difficulté à trouver la motivation, puis je te dirais que même récemment... là, j'étais reparti sur un élan, puis là, il y a eu les élections américaines là, qui viennent juste d'avoir lieu. Puis, ah bon? C'est ça, disons. Oui. Et disons-le, le premier soir, ça ne regardait pas super bien. Là. Et, ça avait l'air d'être parti pour pour une installation plus officielle d'un régime fasciste juste en bas de chez nous. Et puis, j'avoue que ce soir-là, j'ai senti mes aspirations créatrices tomber. Là, ils sont en train de remonter. Parce que l'espoir, c'est vrai que le confinement, oui, ça nous ramène à nous, mais ça prend quand même... pour avoir envie de créer, ça prend quand même un certain espoir. Hein? En tout cas, dans mon cas, à moi, en fait, même si je parle des fois de désespoir dans une chanson... c'est quand même dans l'espoir qu'un jour l'espoir sera le vrai désespoir. Je pense que c'est pas productif. Non, c'est peut-être trop douloureux. C'est quand c'est trop près. Il faut qu'il y ait un minimum de recul par rapport à la situation au niveau émotif pour être capable de la dire. Une pointe de lumière au bout du tunnel, puis s'accrocher dessus, puis tirer. Je pense que dans mon cas, c'est nécessaire. Puis, tu sais, moi, il y a une affaire que j'ai répétée souvent, j'ai tendance à beaucoup me répéter, c'est que j'ai écrit un jour une chanson qui s'appelle
puis le blues ne passe plus dans la porte. Et on m'a souvent demandé dans quel état d'âme, d'esprit étais-tu. J'étais en pleine forme, j'étais au chalet, les 2 pieds sur la balustrade avec un verre de jus d'orange, et je comparais, et là, c'est là que vous partagez. Je parlais de Ne me quitte pas, de Jacques Brel. Je me comparais bien sûr à Brel. Je voulais surtout dire que, je dis, comptez-vous pas de blague, le gars n'a pas écrit cette chanson-là le lendemain du départ de la fille. L'état de tristesse, de douleur et autres n'est pas génératrice. Il faut décanter. Alors, je veux dire, je suis persuadé qu'il a travaillé longtemps, cette chanson, et qu'en bout de ligne, il se souvenait plus du nom de la fille quand il a fini la tonne. Autrement dit, c'est pas absolument, comme dit Luc, une situation de désespoir n'est pas créative, n'est pas générique de choses créatives. C'est le recul, c'est la distanciation, c'est quand la poussière retombe que tu peux enfin faire quelque chose. Ouais, ben vous me faites découvrir quelque chose parce que des fois je fais un peu de musique moi-même, puis des fois j'écris des chansons qui sont hyper dark, mais c'est souvent quand je vais le mieux. Puis des fois des chansons super lumineuses que c'est souvent quand je vais pas bien parce que j'ai besoin d'écrire quelque chose qui va me donner de l'espoir. Tu sais, mais en crise, mettons, là, tu sais, en crise existentielle, là, dans les moments vraiment où ça va pas, j'écris rien, là, c'est pas le temps, là, tu sais. Faut le vivre. C'était peut-être Jacques Brel, justement, qui avait écrit « On écrit ce qu'on veut être », en fait. Hein? Ouais. C'est comme... Alors, tu sais, ce que les gens voient dans nos chansons, c'est pas nécessairement ce qu'on est, mais c'est notre désir profond. Qui fait que des fois, justement, on entend des chansons extraordinaires, on rencontre l'artiste et c'est vraiment un trou du cul. Mais elles sont merveilleuses. Au moins, on apprend par ces chansons qu'il y a ce désir-là, qu'il y a cette aspiration-là de grandeur. Donc, oui, je pense qu'on écrit ce qu'on veut être. C'est plus que ce qu'on est, ouais. Ouais. Qui ce Brel? Hein? C'est qui ce Brel? Qui ce Brel-là? Il a de l'avenir, il sait parler. Pierre, on va revenir un petit peu à nos histoires de vie. Toi, est-ce que vous êtes tous les deux de Montréal? Moi, je suis externe. Moi, dès que je prends un pont, j'ai des boutons. Tu sais, je ne peux plus Montréal avec moi, ça n'a pas de bon sens. Ah ouais. Ça, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Montréal et pas Rio de Janeiro. Tu sais. Alors, moi, je suis très montréalais. C'est une de tes plus belles, en plus, Montréal. C'est ça, Pierre. Chaque fois, ça. Puis de quel quartier de Montréal? T'es né dans quel quartier, Pierre? T'es né? Quartier Villeray. En quartier Villeray. Alors, est-ce que, je ne me souviens plus s'il y a des chansons qui évoquent précisément le quartier où j'ai grandi? Parce que, tu sais, curieusement, on parlait de Michel Rivard tout à l'heure. Moi, quand j'ai vraiment connu Michel, en fait, quand on s'est retrouvés à l'université, il habitait à Rive-Sud. Il a fait une chanson qui s'appelle Rive-Sud. Ouais. Mais, en fait, Michel a grandi, pas très loin d'où je grandis. Il a grandi à l'ombre des cheminées Miron, qui n'existe plus. Ben oui. Et c'est à peu près mon quartier aussi. C'est le quartier, c'est ça, Villeray, donc, la rue Christophe Colomb et tout. Ouais. Coin que je connais très bien. Je suis montréalais, moi aussi. Hein, donc, bon. Luc, toi? Moi, non. Je viens d'une famille montréalaise. Mon père est un Montréalais, mais je suis né dans un hôpital à Montréal, mais c'est parce que dans le temps, il n'y en avait pas à Laval où j'ai grandi. Donc, moi, je suis un gars vraiment banlieue, bungalow, c'est ça, piscine hors terre, tondeuse à gazon. Tu serais bien dans mon village. J'ai grandi dans ce monde-là, dans l'incarnation du rêve américain, finalement. Hein, une petite maison avec un char ou deux en avant, puis on arrose l'asphalte. Ah oui, faire pousser l'asphalte. Ben des centres d'achat. Oui, mais c'est drôle parce que je connais pas absolument par cœur toute ton œuvre. Je ne sais pas s'il y a des chansons qui reflètent ça, mais toi, Michel, a fait des chansons qui s'appellent « T'es ma princesse de banlieue », puis des choses comme ça. Puis il a fait Rive-Sud. La banlieue est assez fréquente dans les chansons de Michel quand même. Mais je pense que tu y attaqué, Pierre, justement, c'est bizarre parce que là, justement, là, on a le temps un peu de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, puis j'avoue que c'est quelque chose que dont je n'ai pas parlé. Moi, en fait, je me suis mis à parler du monde, tu sais, de la jeunesse, là, une espèce de regard universel. Et là, peut-être, la cinquantaine étant passée, j'ai peut-être ce désir-là de plonger dans mon monde à moi, finalement, mon petit monde de gars de banlieue.
qui était, je le disais tantôt, une espèce d'incarnation d'un rêve, du rêve américain, mais qu'un rêve qui avait aussi ses bébites, tu sais, qui avait il y avait les serpents en dessous des roches, puis il y avait donc, j'ai l'impression que je vais justement rentrer, Pierre, dans une ère où est-ce que je veux explorer ça. En fait, je veux faire ce que vous avez fait à 20 ans. Moi, je pense que là, à 50 ans, je serais rendu à le faire. Ouais. Mais est-ce que ton dernier album, Luc, me semble qu'il était plus introspectif? Le dernier, c'était quoi, en 2014? 2016, c'était autre. 2016. Mon dernier solo, c'était Autre Monde, c'était en 2016. C'était un album beaucoup, c'est presque philosophique, je te dirais, beaucoup de réflexion. Là, j'ai jeté sur les feuilles ce que j'avais en tête, mes obsessions, mes réflexions, mais moins en lien avec... C'est philosophique, en fait. C'est ça. Ouais, mais moins en lien avec ton histoire de vie ou tes origines. Ou... Un peu tout le temps. Il y a une chanson sur Autre Monde qui s'appelle « Dis, tu te souviendras », qui peut être un peu annonciateur de où est-ce que je veux aller, là, où est-ce que je parlais de ma mère, en fait. Puis je parlais du château de banlieue, justement, un peu, là, de Montello, de la 7e rue à Laval-des-Rapides. Là. Donc, mais c'était surtout, c'était plus un album de réflexion. Puis moi, il y a un titre là, qui me... Existentiel, philosophique, politique un peu. Ouais, ben c'est ça. Il y a un titre qui me saute aux yeux, là, la piste 7 qui s'appelle Suicide américain. Tu sais, c'était prémonitoire un petit peu ou... Ben, 2016. 2016, on était là. Ben, c'était juste, j'ai écrit, cette chanson-là a été sortie juste avant l'élection de Donald Trump. C'était pas il n'était pas élu, il n'était pas là encore. Mais en fait, c'est une chanson qui parle d'une problématique qui est une énorme problématique en Amérique du Nord, qui est celle de la prolifération et de l'accessibilité aux armes à feu. Donc, c'est de ça dont parle principalement cette chanson-là. C'est sûr que ça englobe d'autres choses autour, mais à ce moment-là, c'était pas du tout un nouveau problème. Mais on voit là, c'est sûr qu'au résultat qu'on vient d'avoir, Dieu merci, Trump n'est pas passé, mais il y a quand même, il y a un grand sondage qui vient de nous apprendre quand même que près de 50% des États-Unis, j'aime mieux les appeler les États-Unis parce que je trouve qu'ils nous volent un peu la nation américaine, on l'est tous, que près de 50% des États-Unis sont des gens qui ont quand même été assez fous pour voter pour lui. Et ces gens-là, ils ont des armes. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il ne faudrait jamais qu'on oublie, nous qui sommes leurs voisins immédiats. Je pense que oui, c'est le temps d'une guérison, c'est le temps de retendre la main, mais n'oublions pas ça, parce que ça, c'est un problème. C'est ça pour moi, le suicide américain. C'est comme le verre est dans le fruit. Ça, c'est un gros verre dans la pomme américaine. C'est leur deuxième amendement. Ouais, le deuxième amendement, puis toute cette période-là, les derniers mois, le stress que ça a causé, je pensais pas que ça m'atteignait. Puis quand j'ai su quand ça a été confirmé qu'il avait été défait, j'ai comme 3000 livres de ses épaules qui sont tombés. Fait que je m'en suis rendu compte, je m'en rends compte maintenant à quel point ça m'affectait. Parce que, juste un instant. Celui-là, je pense qu'on... Mais là, je ne sais pas si je suis le seul, mais t'es brutalement figé. Là, t'es figé, là. T'es freezé. Hello? Patrick est gelé. C'est pas fiable, ça. Là. C'est pas professionnel. Alors? Bon, à part de ça, Pierre, t'es bien? Nouveau chez vous, ça se passe bien? Ça se passe bien. Oui, là, tu peux difficilement voir, là, mais... je vois la petite affaire qu'il y a dans les cuisines. Oui, les corniches. Ah, bon, voilà. Mais, on est de retour. Ah, voilà. J'en profiter pour dire un truc par rapport aux élections américaines. C'est drôle, hein? Ça m'a ramené en arrière, une époque que les plus jeunes ne peuvent pas connaître. C'est que quand les élections se préparaient, on a vu 2, 3, puis 4, puis 5 personnes dire ou menacer
que si Trump rentrait, qu'il quittait le pays. Ah, oui. Et moi, ça m'a ramené, écoutez, à peu près en 68, mettons, quand je me tenais dans mes premiers cafés où je allais écouter des chansonniers, j'avais beaucoup d'amis américains qui étaient des draft dodgers, qui fuyaient la guerre du Vietnam. Puis il y a un chanteur extraordinaire qui est mort, qui s'appelle Jesse Winchester, qui est un Américain qui est venu s'établir à Montréal, qui écrit des choses magnifiques. Mais je me disais, quelque part, ben, bon sang, leur perte sera notre gain. Si jamais Trump rentrait de nouveau, ben, peut-être qu'on aurait des tas de créatifs d'origine américaine qui s'en viendraient ici. Dans la balance des choses, j'ai mieux me passer des créatifs et me passer de Trump, là, mais j'étais curieux de voir si c'était pas la lune. Voilà, c'est une petite parenthèse. Bon. Désolé, ça a coupé de mon côté. Je pense que je faisais trop d'affaires en même temps sur mon ordi, là, puis il a décidé que c'était trop, fait que j'ai coupé un truc ou deux. Ce que j'allais dire, c'est que moi, je demeure à 5 km de la frontière avec le Vermont. Je suis en Estrie, mais vraiment collé sur les États-Unis. Donc, ce que je disais, c'est que oui, finalement, ça a eu une incidence toute cette période-là, puis ce qui se passe maintenant là sur... parce que, ben, je veux dire, c'est ça, là, je suis vraiment à côté. Puis, mais moi, c'est ça, je voulais vous le partager. J'étais un gars de Montréal parce qu'on était un petit peu dans nos origines. Moi, je suis né dans Tétroville. Tétroville, juste l'autre côté du pont Louis-H. Ça s'appelle maintenant quoi? Je pense que ça s'appelle encore de même. C'est à l'est de Hochelaga-Maisonneuve. Tu sais, Hochelaga... Okay. se termine avec l'autoroute qui donne sur le pont Louis-H. Là. Juste l'autre côté du pont Louis-H à l'est de ça, c'est Tétroville. OK. Mais j'entends tellement peu souvent l'expression que je me demandais si ça avait été rebaptisé ou quoi. Entre Hochelaga puis Pointe-aux-Trembles, dans le fond. C'est comme le bout de Montréal qu'on connaît le moins, en fait. Ouais. Ben c'était hyper ouvrier. C'est un quartier qui était très pauvre, puis qui finalement, ben, c'est devenu aussi un peu banlieue. Là. Oui, c'est un peu... Ouais. Ben, il y a des rues assez jolies, me semble, à Tétroville. Oui, maintenant. Un peu Rosemont, un peu justement. Ouais. Des petites maisons de ville, vraiment le fun. Là. C'est un beau quartier. Puis après ça, bon, ben, j'ai fait, comme tout bon Montréalais, je me suis promené dans tous les quartiers. J'ai habité dans Rosemont, dans Outremont, dans Côte-des-Neiges, un peu partout, là. Puis finalement, ben c'est ça, en 2003, on a décidé de quitter Montréal. On a pris le pont, puis depuis ce temps-là, j'ai des boutons, Pierre, si ça peut te rassurer. C'est ça, tu ne pourras pas revenir, le pont est bloqué. Fait que non, c'est ça. C'est fini. Je suis un expatrié. Si je me permets, parce que tout à l'heure, je réfléchissais à mes rapports d'amitié avec lui. Et je n'ai jamais dit ça, ça m'a frappé récemment, c'est que moi, je prends pour acquis une chose, c'est que le métier de parolier, je suis un des rares paroliers professionnels, autrement dit, qui ne fait pas de musique et tout bon, et qui, jusqu'à un certain point, a gagné sa vie avec ça. Et il y a quelque chose de, pas de frauduleux dans le fait d'être parolier, mais c'est que tu t'exprimes toujours à travers une autre personne. Je veux dire, il m'est arrivé, moi, il y a longtemps, je m'excuse, il y a longtemps, ma blonde et moi, on a perdu un enfant, et quand j'ai voulu essayer d'écrire une chanson là-dessus, et j'avais un très beau début de chanson de fête, j'ai arrêté, et ça m'a arrêté d'écrire des chansons pour presque 10 ans, parce que je n'étais pas capable d'imaginer, mettons, Michel Rivard ou Pierre Bertrand en train de chanter le truc qui est arrivé avec la petite fille qu'on a perdue. Et là où je vais en venir, c'est pas pour parler de moi, c'est pour dire que là où je m'entends bien avec Luc Larochelière, c'est que Luc, on ne le dit pas assez, c'est aussi, il écrit pour tout le monde. T'sais, autrement dit, j'ai jamais vu quelqu'un aussi désireux et rapide sa gâchette pour écrire des chansons. Je veux dire, une facilité que je découvre, dans le bon sens, la facilité. Donc, parce que écrire pour d'autres, c'est particulier. Écrire pour soi, quand Luc écrit avec Andrea pour un disque qui porte leurs deux noms, c'est facile de dire qu'ils sont peut-être en train de parler d'eux autres. Je veux dire, ou de dire qu'ils nous jouent une pièce. Quand la magnifique chanson Ce soir on fait l'amour, on va dire un couple qui se fait l'amour, Dieu de l'amour, et où Luc fait le gars puis Andrea fait la fille, c'est facile de dire qu'ils parlent un peu d'eux autres. Tandis que quand tu écris pour d'autres, tu endosses une peau. J'ai toujours dit, moi j'ai écrit des tas de gens allant de Pauline Julien à Ia Tremblay. Alors, et c'est toujours de dire à quelle place je ressemble à cette personne-là. Je ne suis pas capable, j'ai refusé des contrats, pas parce que c'était mirifique, mais parce que je ne voyais pas ce que j'aurais à faire à cette personne-là. Et avec Luc, c'est ça qui est le fun. Quand je parle de ce projet qui n'aurait sans doute pas lieu, cette chanteuse pour qui on s'est mis à écrire tellement
pour elle que sur les 7 ou 8 chansons qu'on a faites, il y en a une ou deux qui sont mortonnées parce que c'est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre la faire. C'est comme si je disais, si la chanson s'appelle « Je m'appelle Martine de Saint-Clair », et c'est un faux exemple, tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Mais donc, j'ai découvert en Luc et du même coup, un peu après, Andrea, des fabricants de chansons, ce qui est un beau métier. S'interpréter avec Luc Lachaudière et chanter du Luc Lachaudière, c'est une chose, mais de pouvoir attraper sa guitare et dire « OK, machin, si tu cherches une tune, on y écrit quelque chose. » Et ça, c'est une grande qualité. C'est à ce titre-là aussi que j'ai des atomes crochus avec ce duo-là. C'est drôle, hein? En t'écoutant, Pierre, je me dis, est-ce que tu vois ça un petit peu comme le comédien qui, au théâtre, endosse un personnage quand tu écris pour quelqu'un? Oui, c'est ça. Et je me demande comment le comédien fait pour passer sa vie à dire les mots des autres. Je suis un comédien hyper nul. Avec Michel Rivard, entre autres, on était dans une troupe qui s'appelait Le Quenouille Bleu. On a sévi à travers la province. Puis non seulement il y a Michel, il y avait Serge Thériault, des bons comédiens, et il y avait moi. Je suis le seul gars. Écoute, dans un sketch, je portais un costume de gorille. J'avais à dire maman, puis ils m'ont coupé tellement j'étais mauvais. Alors, pour moi, pour le métier de comédien, c'est un métier mystérieux parce que comment tu fais pour passer ta vie? Je regardais. Dans la peau des autres. Oui, c'est ça. C'est pas un peu ce que tu as fait, Pierre? C'est un peu ce que j'ai fait, mais je suis content d'avoir eu parallèlement 2, 3, 4, 5 places pour m'exprimer en dessin, puis je disais aussi, en humour et autres, là, où il n'y avait pas l'intermédiaire. C'est vrai que, je dis, mettons, si Michel Rivard chante Montréal ou si Brune Leboeuf chante Mes blues passe tout en porte, je me sens pas arnaqué. Autrement dit, au contraire, je dis, je suis privilégié que Michel chante si justement le mot Montréal. Mais il en demeure que des fois, c'est frustrant de dire, écoute, je vis quelque chose, puis là, qui sait qui pourrait bien chanter ça? Ouais. On a encore figé, là, je sais pas. Pour continuer sur ce que Pierre disait, là, en fait, même lorsque j'écris des chansons pour une autre personne et que je me mets dans la peau de cette personne-là, j'essaie toujours de chercher à quelque part un bout de moi là-dedans parce que je pense que c'est là que ça résonne à un moment donné. Tu sais, c'est là qu'un texte résonne, c'est quand tu réussis à c'est la fameuse émotion, ça, c'est le bout peut-être qu'on a c'est ça commun. Le reste, l'histoire, les détails, ça peut être inventé ou ça peut être, calqué sur un autre individu, mais le fond de ce qu'il y a à dire, je pense que il faut que je le vive. Il faut que ça soit quelque chose que j'ai vécu, que je... ce bout-là, je ne peux pas l'inventer, puis je ne peux pas aller le voler à l'autre. Il faut quand même qu'on ait un dénominateur commun à quelque part, puis c'est ça que je vais exploiter pour aller chercher le côté sensible de la chanson. Et j'ai une grailleuse, j'ai toujours dit, je pense à un parolier, c'est quoi son nom déjà? Luc Plamondon. Luc Plamondon, tu vois, a écrit quelques bonnes chansons. Je sais que Patrick est figé encore, je ne sais pas si on... Bon, donc, je peux dire tout ce que je veux, ils n'entendent pas. Je vais attendre, c'est trop intéressant. Il vient de tomber de profil, là, je ne sais pas si... Je ne sais pas si ça nous enregistre. Ben, en fait, je pense qu'on est live. Fait que, tu sais, continue. Donc, alors, ce que j'allais dire au sujet de Luc Plamondon, c'est que, oui, il a fait quelques bonnes chansons, mais en bout du compte, il en a fait beaucoup. Et pour moi, il y a quelque chose de symptomatique, c'est qu'on ne le connaît pas. Dans le sens que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire de Luc Plamondon? On connaît ses côtés flamboyants, on reconnaît son talent, mais... des fois, j'ai pas l'impression de faire le même métier que lui. Parce que j'ai la prétention de penser que quand tu écoutes Montréal, que tu aimes ça, Luc, quand il y a Blues de la Métropole ou je sais pas quoi, que j'y suis un peu. Tandis que je trouve que les plus belles chansons de Luc Plamondon, je pense à L'amour existe encore, pour toutes sortes de raisons, celle-là, je sais que c'est lui. Tu vois? Alors que c'est un foutu bon fabricant de chansons. J'y ai souvent dit, dans le temps qu'on se parle encore, j'y ai souvent dit, je serais incapable de faire ce que tu fais. Je serais incapable de faire ce que tu fais parce qu'il fabrique des chansons. Mais mon regret, c'est que on ne sait pas qui est là. On ne sait pas qui est cette personne. Bon, est-ce que vous m'entendez, Pierre et Luc? Oui.
On t'entend. Ton image est figée, mais on t'entend. Alors, bienvenue au podcast que vous écoutiez sur votre plateforme préférée, YouTube et compagnie. On accélère la présentation aujourd'hui parce qu'on a eu des problèmes techniques. Je suis avec Pierre Huet et Luc de la Rochelière. Donc, Pierre qui a écrit, entre autres, pour Beau Dommage, Paul Piché, plusieurs auteurs québécois, qui a écrit un livre aussi en 2015 sur l'histoire un peu, je crois, de Beau Dommage. Pierre, tu pourras me le dire si c'était ça le livre en 67, Tout C'est était plus beau. large que ça, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comment c'est dit, Luc? Ton livre est plus large que ça, c'est pas... Oui, mon livre, c'est que, ben alors, que si tu veux, j'en parle vite fait, c'est que, comme j'ai toujours trouvé que depuis qu'on a l'Internet et qu'on peut trouver les paroles des chansons partout, et en plus, c'est pochettes, j'ai jamais vu l'intérêt de faire un livre de mes textes de chansons. Tu sais, je veux dire, je cherchais la manière de faire une valeur ajoutée, si j'ose dire. Ouais, ouais. De prendre 50 tonnes puis de les mettre, ça ne me tentait pas. Donc, je suis arrivé avec mon éditeur à la presse, qui est maintenant à la presse, Pierre Caillouette, à une formule où, en plus, comme je suis une très grande gueule, un grand raconteur et un name dropper incroyable, alors j'ai fait un livre avec 50 chapitres, 25 qui parlent de 25 de mes chansons et 25 qui comptent mes mauvais tours dans mon lourd passé. Donc, c'est un mélange de ça. Donc, oui, accidentellement, forcément, Beau Dommage j'y ai, mais des fois, je voulais que, par exemple, j'ai écrit une chanson que j'adore pour Geneviève Paris, si ça dit quelque chose à quelqu'un encore, qui s'appelle Boulevard du crime. Je tenais à parler. Tu sais, c'est pas absolument la chanson célèbre qui est le fun. Parfois, c'est ce qu'on a à dire. Qui était, comme j'ai voulu parler d'une tonne, j'ai fait avec Pauline Julien, qui était l'aventure la plus catastrophique de ma vie. Alors, c'est ça qui m'a guidé plutôt que la célébrité des chansons. Voilà. Bon, ben merci. Puis pour les auditeurs, écoutez, on est vraiment désolé, mais on a eu un problème. Il paraît que Zoom vient de prendre une débarque en bourse là parce que parce qu'on annonce l'arrivée d'un vaccin. Fait que les cotes en bourse de Zoom ont droppé aujourd'hui parce qu'il va y avoir un vaccin. Ah, mon Dieu, c'est Fait qu'éventuellement, on ne sera plus obligé d'être sur Zoom. Fait que je tiens à le dire, Zoom a crashé aujourd'hui et en bourse et pendant qu'on était en rencontre. Et puis, je suis désolé pour nos auditeurs parce qu'on a eu quand même une bonne demi-heure de rencontre qui n'est pas enregistrée, mais que les gens ont pu voir sur YouTube pour les gens qui regardaient le direct. Alors, je ferai peut-être un montage des deux parce que je l'ai sur YouTube le début, je pense à ça. Là. Il va rester sur YouTube. Moi qui est un expert là-dedans, c'est très beau comme excuse. Ça, là, il a manqué des excuses, mais de dire que c'est à cause de la bourse qu'on ne peut plus se parler, là, c'est original. C'est pas pire, hein? C'est original. Alors, mais aussi peut-être qu'il y avait trop d'affaires qui tournaient en même temps sur mon ordi. J'ai essayé d'envoyer une vidéo, une rencontre que j'ai eue hier avec des gens de la communauté de Manawan, les Atikamekw de Manawan en Haute-Mauricie. Puis il y a un jeune dans le début de la trentaine qui est parti de son village puis qui a marché 200 km jusqu'à la communauté pour aller saluer la famille de Joyce Echaquan puis essayer de créer des ponts entre la communauté puis le reste du Québec, tu sais, puis ça a été vraiment une belle rencontre. Je me demandais, tu sais, puis là, je viens de réaliser qu'on pourrait peut-être garder la première partie, fait que je vais poursuivre plutôt de faire semblant de recommencer. Mais je me demandais si dans vos parcours créatifs, parce que dans les podcasts que j'ai faits, on a parlé beaucoup d'identité. Tu sais, j'ai eu des gens de toutes sortes de nations. Il y a eu Boucard qui était là aussi. Puis je me demandais, dans vos parcours créatifs, quelle place prend l'identité? Parce que tout à l'heure, Luc en a parlé. Il parlait du besoin d'écrire un petit peu sur ses racines, tu sais, la banlieue, puis tout cet univers-là. Comment ça prend forme, vous, dans votre processus créatif, là? Ben, au niveau de l'identité, moi, je te dirais déjà, la première chanson que j'ai sortie dans ma vie en single, c'est une chanson qui s'appelle Chinatown Blues. Ouais. Le sujet de cette chanson-là, c'est ça. C'est l'identité. Dans ce melting pot américain, je parlais j'avais l'air de parler d'un Chinois dans le Chinatown, ce qui était vrai, mais ce que je disais, c'est qu'en tant que Québécois, je me sentais un peu comme un Chinois dans un grand Chinatown qui est dans un monde nord-américain. Puis donc, le sujet de l'identité, pour moi, oui, c'est revenu quand même à quelques occasions, mais c'était là dès le départ avec cette chanson-là, avec la chanson
avec la chanson Chinatown Blues. Sinon, c'est vrai que j'ai eu, dans mon parcours musical au début, plutôt tendance à parler de choses assez universelles. Puis ça, c'est resté assez présent dans ce que je fais. Je parle beaucoup de concepts, je parle beaucoup de... Ouais. J'essaie de rendre ça sensible, tu sais, Ouais. j'essaie de mettre de l'émotion là-dedans, mais c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de concepts dans ma vie, juste peut-être qu'à l'album Un toit dans ma tête, qui était un album qui était beaucoup plus personnel, beaucoup plus branché sur moi, même si encore là, je jouais encore avec des concepts, là, mais là, je sens le besoin, où est-ce que je suis rendu à 50 ans, oui, effectivement, d'aller plonger dans mes racines, dans mon enfance, dans ce qui m'a fait, tu sais, ce qui m'a fait, puis des choses... on parlait tantôt de la ville, la banlieue. Moi, j'étais un gars de banlieue. J'ai jamais beaucoup parlé de banlieue. Sinon, dans la chanson Chinatown Blues, où je fais référence au justement petit gars de banlieue. Mais là, j'ai comme envie de parler de ça parce qu'en plus, même, on parle de création aujourd'hui, entre autres choses. Et puis, je pense que sans la banlieue, j'aurais probablement pas été le gars créatif que je suis. Ah ouais. Parce que je pense que créer, c'est aussi remplir un vide. Et s'il y a un lieu où il y a beaucoup de vide, c'est la banlieue. C'est la banlieue. En fait, souvent, je regarde les artistes. Je dirais la gang de Beau Dommage est presque une exception parce qu'on vient presque tous de régions ou de la banlieue. Je pense que le besoin de créer, de composer, vient souvent d'un besoin de remplir un vide. Alors, lorsqu'on est dans un environnement très stimulant, on a peut-être moins envie de créer. On a peut-être, moi, je pense ça, en tout cas. Donc, là, je suis rendu là Ouais, non, mais j'entends bien. Où je viens vraiment. J'entends bien ça, puis je vous pose la question à tous les deux, parce que Luc, tu parles un petit peu des éléments déclencheurs créatifs là, tu sais, dans ton histoire de vie. Pierre, toi, si tu fais appel à ta mémoire, est-ce que, je pose la question à tous les deux, est-ce qu'on se met à créer, souvent ça arrive à l'adolescence, là, moi aussi c'est autour de 15 ans que j'ai pris une guitare, est-ce qu'on se met à créer en réaction à quelque chose, c'est quoi la posture de départ? Le clac, ouais. là. En tout cas, moi, je vais parler en premier. C'est que moi, la question s'est jamais posée parce que, écoute, je me souviens quand j'avais 6, 7, 8 ans, qu'on me demandait qu'est-ce que tu fais plus tard, je répondais à la réponse que mes parents m'avaient appelée, c'est comptable agréé. Et fiez-vous sur moi, si c'est quelqu'un qui n'est pas comptable agréé, c'est moi. Parlez-en à mes impôts. Et ce qui fait que, tu vois, je suis la génération des cours classiques. J'ai toujours été abreuvé de culture comme ça, pas de maudit bon sens. Puis, tu sais, des gens comme Michel Rivard et moi, on essaie de faire de nous des humanistes. Autrement dit, on s'intéressait à beaucoup de choses, un peu. Tu sais, dans le sens que, tu sais, et normalement, je me dirigeais, à cause du dessin, comme tu dis, je me dirigeais vers l'histoire de l'art. Pour des raisons un peu compliquées, j'ai été refusé aux Beaux-Arts parce que j'étais trop éduqué. Alors, je me suis retrouvé pour des questions de cégep versus le cours classique, dans ce sens-là. Et je me suis retrouvé, je me dirigeais vers l'histoire de l'art. Et à cause des heureux accidents de la vie, dans mon cas, je ne suis pas à dire que l'heureux accident, c'est Michel Rivard. Dans le sens que je veux dire, Michel et moi, nous sommes connus en méthode, en 10e année. Et on s'est revus à l'université. Et là, c'était comme fils unique. Michel, un frère et une soeur beaucoup plus jeunes. Et c'est comme si on avait retrouvé le frère qu'on n'a pas eu. Et on s'est mis à créer comme des malades, à écrire, à faire des expositions et autres. Mais ce que je voulais dire au sujet de l'identité, moi, c'est que là, j'ai 71 ans, beaucoup plus vieux, en fait, la somme de vous deux, à peu près. C'est que là, je passe par je me suis rendu compte d'une chose. À un moment donné, j'ai eu à répondre à un questionnaire qui demandait qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet? Quels sont vos livres? Parce que je lis beaucoup. Et quels sont les livres sur la table de chevet? Je me suis rendu compte que 9 livres sur 10 étaient en anglais. T'sais? Ah, ouais. Ouais. Alors, je lis 10 livres en anglais pour eux. Je lis des magazines, c'était vrai partagé, mais et pourtant, quelqu'un qui adore et qui défend la langue française, j'en suis un. T'sais? Et j'ai jamais pensé à écrire en anglais, mais je me questionne là-dessus. C'est-à-dire que, en toute franchise, j'ai beau dire que j'ai, moi aussi,
carburé à Jacques Brel, mais dans les faits, si je pige au hasard dans ma discothèque, puis je sors 8 CD, il va y en avoir 7, ça va être de la musique anglophone. Ouais. Et j'essaie de comprendre ce phénomène-là parce que, encore une fois, jamais j'aurais accepté même d'écrire en anglais. Et donc, je me questionne sur mon identité. Sans aucun doute, je suis un francophone et que ma culture est... Mais en fait, non, ma culture est anglophone. Et c'est pas un sujet crucial, majeur et si intéressant que ça, mais en ce moment, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Et à un moment donné, il y a 2 ans, je me suis, on va dire forcé, mais ça n'a pas été désagréable. J'étais allé lire un par un du Balzac et du Monterland et du Mauriac et des gens comme ça. Souvent, il y en a que j'avais dû forcer à lire au collège, mais là, subitement, je me dis, je vais retrouver le génie de la langue française. Et je passe un petit peu par une période comme ça. Je lis les romans policiers que j'adore en anglais, puis à tous les 4 romans policiers, je m'en vais chercher un Jean Giono ou un je sais pas quoi pour me plonger dans la langue française. C'était une petite parenthèse. Oui, non, mais c'est une parenthèse importante parce que cette dualité-là, au niveau créatif, entre nos influences anglo-saxonnes, puis la volonté de vouloir faire vivre l'art en français, je pense qu'elle doit être présente chez pas mal de monde. Moi, inclusivement, comme je disais, je faisais un petit peu de musique, puis peut-être, je sais pas, moi, un tiers de mes chansons que je fais qui sont en anglais. Parce que ça fait partie de ma culture. Bon, j'ai de la famille aux États-Unis, tout ça, mais j'ai pas de bonne raison d'écrire en anglais. Éthiquement, j'ai pas de bonne raison d'écrire en anglais, autre que c'est une sonorité qui me parle beaucoup. Et après ça, je vais me taire, Luc, je te laisse parler, mais coïncidence, ce matin, je disais une entrevue avec Elvis Costello dans Le Nouvel Observateur, comme dirait Don Tasque, et il disait, j'étais content, il dit, j'ai beaucoup plagié. Et dans le sens où, parce que j'étais content de trouver un frère d'armes, parce que moi, quand j'ai commencé à faire des chansons, j'écoutais, j'étais dans une pause Rod Stewart, dans le temps qui était bon, et je voulais savoir pourquoi j'aimais la chanson Maggie May. Pourquoi? Et j'écoutais les sonorités, les accents toniques, les rimes internes, et j'ai écrit mes tout premiers textes sur des musiques de Rod Stewart. Après ça, j'ai enlevé la musique en dessous. Mettons, j'ai écrit un texte sur une tune de Rod Stewart, j'ai donné à Michel Var, qui en a fait autre chose. C'est pas bête ça. Wow, j'aime ça. J'aime ça, merci Pierre. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'aime? Puis alors, j'espère que quelque part, ça a fait que le talent que j'ai eu tellement ça quand des francophones disent on ne peut pas chanter le rock ou le en français. Non, j'espère avoir appris des choses, avoir compris les structures mélodiques, toniques et autres des anglophones pour m'en servir en français. C'est pas toujours transposable, mais j'aime le truc parce que je pense que c'est ça, il n'y a pas juste la sonorité de la langue, il y a la construction musicale qui vient avec. Puis moi, une de mes grosses influences, c'est un groupe qui s'appelle Radiohead, qui m'a beaucoup influencé. Puis j'écoute la musique québécoise, puis je trouve que c'est rare qu'on va dans... J'aime beaucoup, en fait, la musicalité britannique. En général, là, j'aime beaucoup la musique britannique. Même dans les vieux groupes, moi, plus jeune, j'écoutais des groupes alternatifs comme The Cure, Bauhaus, des trucs comme ça. Puis il y avait quelque chose de rough là-dedans, puis de cru, au niveau musical que j'aimais beaucoup. Puis je trouve que souvent, dans la musique québécoise, soit qu'on est un peu dans le folklore, puis c'est pas pour enlever rien à ce qu'on fait ici, là, j'aime ça. Mais je trouve que souvent, on a 2, 3 genres dans lesquels on navigue. Je te dirais, Patrick, je pense qu'il y a beaucoup de tentatives qui se font des fois d'explorer d'autres choses. Malheureusement, des fois, c'est aussi au niveau des véhicules après pour faire connaître cette musique-là puis pour la faire entendre. Si on parle de Radiohead, on peut quand même, dans les premiers albums de Carquois, sentir tout ça. Il y avait le groupe El Motor aussi qui s'en allait dans cette direction-là. Carquois est peut-être celui qui a réussi à se démarquer pour faire quelque chose. Mais des fois, moi, je pense qu'il y a des gens qui s'essayent dans toutes sortes de genres et tout ça. C'est juste, des fois, il y a juste... Avec le temps, ils se découragent parce qu'il n'y a pas le véhicule pas la clientèle pour faire vivre, pour réussir à faire vivre ce style de musique-là. Il y a ça aussi, parce que des musiciens, des types de musique, ils s'en créent des extrêmement variés ici. C'est juste qu'à un moment donné, le grand mur de la réalité arrive à un moment donné.
Ce grand mur-là, c'est quoi? C'est l'industrie? C'est les C'est radios? l'industrie, c'est le public aussi. Ouais, ouais, C'est le public, tu sais, sur il y a des choses, il y a des styles musicaux qui sont plus faciles à faire vivre que d'autres, qui sont ouais. plus faciles à faire, tu sais, j'écris, on en a parlé dans la première partie de la conversation, que tu vas peut-être remonter faire entendre, mais Croise les doigts. tu sais, moi, de ce temps-ci, j'écris des chansons pour d'autres, et puis j'aurais jamais cru un jour avoir autant de demandes pour des artistes, mettons, country. Tu Ah vois, ouais, ouais. parce que le country, ça fait partie de ma culture, vu que je suis québécois, j'ai des origines Montréal, mais Lanaudière aussi, j'ai entendu ça beaucoup. Donc, ça fait partie de moi, mais je suis jamais allé vers là, en tout cas très peu. Mais depuis quelques années, on me demande des chansons, puis je le fais avec plaisir, puis tout ça, parce que je sais que ces chansons-là vont trouver des interprètes, un public. Tu sais, c'est comme. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais Ça, c'est pas. Ouais, est-ce que c'est ça que j'écoute à la maison? La réponse est non. ouais, ouais, c'est ça. Très peu, j'en écoute pas beaucoup. C'est ça. Tu sais, j'écoute d'autres genres d'affaires. Puis quand j'ai à faire mes projets à moi, je m'en vais ailleurs. Tu sais, quand je fais Ouais. mes trucs personnels, je m'en vais ailleurs. Mais tu sais, il y a comme de quoi. Tu sais, moi, avec ma carrière, j'ai un peu, tu sais, j'ai une espèce de lourd repassé, mais super important dans le fait que je gagne ma vie avec ça, d'artiste pop, d'artiste qui a été pop au début des années 90, fin des années 90. Ça fait partie de ce qui me fait vivre, tu sais, ce souvenir-là de la vedette pop que j'ai été dans le temps. J'ai l'auteur-compositeur qui a continué à créer des choses, puis qui a, bon, qui a eu, tu sais, quand même, bon, l'album Un toit dans ma tête a quand même marqué un certain public qui vient de me voir pour ça. Et puis j'ai toutes ces chansons-là que je fais pour d'autres à gauche puis à droite à cause que j'ai un métier Ouais, d'auteur-compositeur. Je ouais. suis capable de faire ça. Tu sais, je suis Ouais, ouais, capable, ouais. en tout cas, je suis pas capable de tout faire, mais il y a quand même pas mal d'affaires que je peux Ouais. faire. Puis que, Dis-moi, c'est, Luc, une question pour toi qui me vient. oui, Quand il y a des shows, quand on peut enfin faire des spectacles, il t'arrive-tu de chanter des chansons que tu as écrites pour d'autres? ça m'est arrivé une fois, une chanson que j'avais faite pour Marie-Carmen, qui n'a pas été très, très connue, parce que Marie-Carmen, elle a refait un album, puis Marie m'avait parlé de son expérience en Amérique latine. J'avais écrit une chanson qui s'appelait La mauvaise herbe, sans me rendre compte sur le coup que c'était une chanson. C'était le titre d'une chanson très, très connue de Georges Brassens aussi. Ah ouais. J'ai toujours espéré que les droits d'auteur se mélangeaient. Mais cette chanson-là, tu vois, je l'aimais beaucoup et je trouvais elle allait bien avec le son de l'album Un toit dans ma tête. Donc, en fait, la chanson, je l'avais faite pour Marie pendant que j'étais en train d'écrire les chansons de Ouais. mon album Un toit dans ma tête. Donc, je l'ai inclus dans le spectacle. Et puis, mais c'est pas. Sinon, non, c'est la seule fois. Mm. C'est la seule fois. Puis pour revenir aux sonorités, à l'anglais puis au country, moi, je pense que le country, c'est probablement le style musical où, au niveau de la prosodie, je serais le plus à l'aise pour écrire. Parce que c'est une sonorité qui est En proche. anglais, français? Les deux. Mais OK. en français en particulier, tu sais, je pense que je pourrais écrire du country en français parce que c'est très proche du folk. Tu sais, en tout cas, tu sais, au niveau de la construction, je trouve que c'est proche. Puis même, tu sais, je sais pas si tu avais ça en tête, Pierre, quand tu écrivais pour Beau Dommage et compagnie, tu sais, mais il y avait quelque chose de country parfois dans Beau Dommage. Écoute, pour faire preuve de ma culture, tu sais, on parle, puis je pense au bourgeois gentilhomme de Molière, qui dit qu'il était pas au courant qu'il faisait de la prose. Tu sais, dans le fond, mettons, je vais prendre une tune qui n'est pas de moi, tu sais, Châteauguay de Robert Léger, tu sais, il était peut-être pas au courant qu'il faisait du country, parce que qu'est-ce qui définit le country? C'est pas parce que ça parle de cheval puis de bottes de foin, tu sais. C'est quoi la vieille formule? Peut-être le Luc, tu la connais, c'est quoi donc? Ma blonde est partie, j'ai plus de boisson, puis la batterie du char, la batterie du camion est à terre. C'est des grands trois thèmes du western. Ouais, Il y a exactement. quelque chose dans les thèmes dans le country, il y a quelque chose de musical, mais c'est vrai qu'il y a plein de tunes folk, puis même des tunes, même des fois de chansons françaises, tu rajoutes un peu de slide guitare dedans, puis ça devient du country. Ouais. Là. C'est Ouais. comme
Mais c'est vrai qu'il y a quand même des suites Ouais. d'accords classiques, une Ouais. simplicité souvent. Cabrel, entre autres, tu sais, dans Cabrel, on entend là, du country. Là. Ah ouais. Ben ouais, ben oui, ben oui, Cabrel. Johnny. Oui, Ouais. ben le Johnny a rock fait. and roll vient du country, c'est un mélange de blues puis Mm. C'est ça. de musique country. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, tout ça, ça devient tellement mélangé. Puis le folk, c'est quoi le folk aussi, à un moment donné? Mais, C'est mais vraiment, dis-moi, Luc, c'est parce rendu que vraiment comme Moses, là. c'est moi qui te pose des questions. Est-ce que quand tu as commencé à prendre une guitare, te sentais-tu influencé par les grands B, c'est-à-dire Brel, Brassens? Est-ce que tu peux dire, oui, mes racines sont dans la chanson française qui jouait quelque part à Radio-Canada, tu sais, ou, tu sais, Non, ça va te c'est-tu faire plaisir. Mes racines, c'était Beau Dommage, un autre B? Beau Dommage, Harmonia, Les Séguins. Non, vraiment, Ah, c'était c'est pas ça. pour ça que je demandais. C'est pas pour ça que je demandais. Non, parce que la grande chanson française, je la connaissais un peu, tu sais, mais je l'ai vraiment appréciée plus tard dans ma vie. Ouais. Tu sais, je me suis mis à apprécier, mettons, tu sais, Boris Vian, Brel, Brassens, début vingtaine. C'est là que j'ai vraiment que j'ai aimé ça pour de vrai. Janvier, mon chum Avant Hubert, ça, c'était c'est ça, là. Tu sais, moi, c'était vraiment tu sais, avec folk, le recul. country, blues, rock, là, c'était là qui était mon cœur. Avec le recul, Janvier, Michel Vard, tu sais, Michel qui, c'est dans Lune d'automne, qui dit j'écoute à la radio le fou chantant. Ouais. Tu sais, Michel a grandi parce que son père était comédien et tout, en écoutant les émissions de Guy Moffett, le cabaret du soir qui penche. Puis oui, chez Michel, on écoutait du Félix Leclerc et du Brassens et du Ah ouais. tu sais. Chez Ah nous, ouais. c'était du Chapelet, puis c'était les Joyeux Troubadours, là, c'est comme ça. Ouais. Ben, moi, c'est un peu comme Luc. Moi, j'ai découvert plus tard la chanson française. Puis, en fait, c'est la chanson québécoise. Puis, Pierre, c'est pas parce que t'es là, là. Mais Non. si ça n'avait pas été de beau dommage, je pense que j'aurais jamais découvert la chanson francophone en général. Parce que c'est de beau dommage que je me suis intéressé après ça à Plume, au Séguin, tu sais, que j'ai commencé à fouiller un peu dans notre bibliothèque québécoise de musique, et que de là, plus tard, moi aussi, dans la vingtaine, je me suis mis à écouter les Brassens, Brel et compagnie, dont Félix Leclerc aussi, qui a été pour moi une découverte tardive, mais une vraie épiphanie, là. Je veux dire, j'étais un amateur de jazz depuis longtemps, puis là, je retrouvais du jazz québécois avec des textes qui étaient comme... Ça goûtait le tanin du territoire, là, quand j'écoutais ça. Tu sais, ça goûtait quelque chose, Félix Leclerc, puis les arrangements de son jeu de guitare, là, en tout cas, moi, encore aujourd'hui, j'en reviens pas. C'est quelqu'un qui... C'est important que chaque génération ait des artistes comme ça forts pour qu'on s'y attache et qu'on retourne justement Ouais. nos racines à nos cultures. Tu sais, moi, j'étais... des fois, j'ai un peu peur qu'il y ait des séparations des fois, j'ai l'impression qu'une certaine génération ne sont pas trop au courant de ce qui s'est passé avant, puis qui ont... c'est peut-être juste une impression. Je le souhaite, en fait, parce que moi, il y a beaucoup de choses que je connaissais jeune sans les aimer. Ouais, c'est ça. Et que plus tard, vous y connaissant, j'y suis retourné et j'ai aimé. Ça l'a enrichi sa culture à moi. Mais souvent, c'est à partir d'un artiste. C'est sûr que moi, le fait d'avoir écouté Beau Dommage, Harmonium, ben oui, c'est sûr que c'est ça qui m'a mené à la chanson française. Mais, ça a ouvert une porte, là. moi, je suis privilégié. Enfin, à l'âge que j'ai, ça vient parfois avec des avantages, là. Mais c'est que, et sans mordre la main qui me nourrit, la radio que j'écoutais dans ma jeunesse était beaucoup plus polyvalente. Tu sais, je veux dire, je pense à... oui. On écoutait CF et tu entendais une toune de Motown, une toune des Beatles, une toune... Tu sais, je veux dire, c'était beaucoup moins compartimenté, si le mot se dit. Alors, je veux pas... C'est... bravo à nos radios, on ne nommera pas, qui ouvrent plus large. Mais quand certains postes ont comme 17 tonnes qui font tourner en rotation à 9h du matin à minuit le soir, ça ne t'ouvre pas beaucoup. Tu sais, quand les Beatles sont arrivés, certains Américains ont dit merci de nous en faire redécouvrir notre propre musique.
Les Beatles qui étaient complètement fanatiques de Chuck Berry ou de je sais pas quoi, les Américains n'écoutaient plus cette musique-là. Il a fallu que les Beatles viennent en Amérique faire écouter aux Américains leur propre musique. Je sais pas ce que ça va prendre à mes ados pour qu'ils arrêtent d'écouter de la musique coréenne à 220 beats par minute, là, que c'est super rapide. Là. Ça, pas de solution pour ça. Non. Non, surtout si je leur chante des affaires dans le salon puis qu'ils font comme Ah, tais-toi, là. Je les aide pas. Non, je pense que tu les aides plus que tu penses parce que ça rentre dans leur tête. Je veux dire qu'ils vont aimer ça là, mais un jour. Tu sais, moi, je fais juste penser au travail qu'a fait. Qui ont fait à Petite-Vallée, Daniel, la conjointe à l'époque de Alan Côté, qui a monté ces chorales-là d'enfants qui, à chaque année, faisaient un hommage à l'artiste invité à Petite-Vallée. Mais ça, c'est comme ça, je pense que ça continue encore aujourd'hui, c'est de se dire que sur toute la péninsule gaspésienne, il y a des enfants, parce que certains enfants vont le faire 2-3 ans de suite. Là, si ça commence assez jeune, ils vont faire... puis ils vont apprendre, mettons, à chaque année, une vingtaine de chansons d'un auteur-compositeur. Mais après 3 ans, tu en as appris 60 tunes. 60 tunes d'un auteur-compositeur, puis tu viens d'ouvrir la porte. La porte est ouverte. Donc, c'est ça. Moi, je pense que l'école est très importante là-dessus. L'école, bon, le diffuseur public, c'est son mandat. Je pense qu'à la radio, ils font quand même assez bien. À la télé, ils sont perdus. Ils sont perdus. Vraiment. Ils ont besoin d'eux autres. Et les générations à venir ont besoin d'eux autres. Ben oui, la voix et compagnie. Même les plus vieux, on a besoin d'eux autres parce qu'on oublie. On oublie parce que loin des yeux, loin du cœur. Un truc qui se perd aussi, c'est la discothèque. Dans le sens que tu as dû, Luc, descendre dans le sol de tes parents puis trouver un disque chez-tu, mais de Bing Crosby qui écoutait ça accidentellement. Mais je me rends compte aujourd'hui que mes CD, mes longs jeux, mes je sais pas quoi, mes filles ne s'en servent pas. Tout c'est sur un nuage. C'est ça. Alors, je veux dire... l'objet a disparu. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose parce que, tu sais, combien de fois tu lis une entrevue avec machin, puis chose qui va dire, comme je te dis, un matin, je disais, Elvis Costello qui disait qu'il fouillait, son père était chef d'orchestre, puis un jour, il écoutait un disque de Charlie Parker, puis le lendemain, de Django Reinhardt. Tu sais, je veux dire, ça, c'est d'aller fouiller dans la discothèque de tes parents au lieu du cabinet de boisson. Tu sais, ça peut donner des bonnes idées, tu sais. Mais je pense qu'il y a quand même il y a quand même les YouTube, puis ça, il y a des mauvais côtés. Là. Il y a quand même le bon côté de la découverte, des fois. Je pense qu'ils ont quand même... C'est sûr qu'ils découvriront pas ça de la même façon que nous autres. Puis je trouve que l'objet physique amenait une relation sentimentale avec. Ça créait le fait qu'il y ait quelque chose de physique créait une relation émotionnelle, sentimentale qui, je crois, s'est perdue. Mais il y a quand même une infinité de possibilités. Moi, je découvre des choses tous les jours encore, des fois par des posts que des gens vont faire sur Facebook, là, d'affaires qui ont pris de... Donc, il y a des choses que je découvre. Récemment, j'ai découvert un disque de Donovan que je connaissais pas beaucoup, mais il y a une chanson que j'ai entendue parce que c'était le thème d'une émission de télé. C'était Hurdy Gurdy Man. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un album là-dessus. Je suis allé chercher l'album. J'ai été écouter des tunes sur YouTube. J'ai été acheter l'album parce que moi, je fais encore ça. Là. Puis, donc, j'ai pas fini de découvrir. Je pense qu'il y a des nouvelles façons de découvrir, mais c'est sûr que l'objet physique amenait un rapport d'attachement plus fort. Je suis certain de ça. Hey, je regarde l'heure. Je sais que Pierre doit quitter bientôt. Écoutez, j'en parle pas souvent, mais comme c'est vous deux aujourd'hui, quand je fais des rencontres comme ça, des podcasts, après ça, j'essaie d'écrire quelque chose sur la rencontre ou de composer quelque chose. C'est un petit peu le but du projet, c'est de me pousser à me mettre en création en lien avec les autres. Fait que j'allais vous demander, Pierre, peut-être de me donner 2-3 mots-clés, puis
après ça, Luc, de me suggérer un style musical. Et, Fait que c'est oui. mon défi d'aujourd'hui. Je sais pas si je comprends ce que tu veux dire, en fait, là, mais... C'est-à-dire que Pierre, il me trouve un thème ou deux, trois mots. Puis à partir des 2, 3 mots de Pierre, Luc, toi, tu dis, OK, ben Pat, toi, tu vas faire ça smooth ou ça va être country Une ou... création, donc tu vas faire une Ouais, chanson. ouais, Ah, ouais, OK. Ah, ouais. OK. OK. Moi, tu vas haïr ma réponse, là, mais tant pis. Comme Je je l'aime dis, déjà. je lis le Nouvel Observateur, puis un critique littéraire. Je prétends avoir un très grand vocabulaire. Et lui, ce salaud-là, à chaque article, il y a au moins 3 nouveaux mots que j'apprends. Ah, là, oui. Alors, je vais te lancer un mot des gencives, là, je vais te lancer un mot que tu vas le haïr, là, mais bonne chance, parce que le mot, alors le mot Urvari, H-O-U-R. Attends. Note ça, tu vas voir. H-O-U-R. Ça va bien finir. H-O-U-R-V-A-R-I. OK? OK. Et un Urvari, c'est la manœuvre qu'un animal traqué pour revenir sur ses pas parce que les chiens lui courent après. Oh yes, j'aime ça. Voilà, c'est ta commande pour aujourd'hui. Ah ouais, j'aime ça, les chiens qui me courent après. D'autant plus que c'est un cauchemar que j'ai fait il y a 30 ans et dont je me souviens encore. Une histoire de Doberman qui me courait après pendant que j'étais en vélo. Ah ouais, vraiment, là, ça me Voilà. revient. Luc, à toi. Ah, attends une minute. Ben là, ça prend quelque chose qui bouge un peu. Ouais, la course. Je sais que, bon, c'est un animal, mais la course, ben, je verrais de quoi un jazz là, rapide avec un walking bass. Là, Ouais. Ah, Fait que voilà. OK. Hein? Tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais, hein? Tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais. La baisse est juste là en arrière à la table. Bon, travailler ton walking bass un peu. Là. OK. Voilà, OK. va travailler ton Urvari. Voilà. Eh ben, messieurs, je vous remercie beaucoup. Désolé pour les problèmes techniques. Je vais essayer de faire un beau puzzle avec tout ça, là. Puis Parfait. des choses qui arrivent. Fait que vous le savez, c'est à cause de la bourse. On l'a dit. Fait que, Maudite bourse. Maudite bourse. Allez. fait que, écoutez, un gros merci. Et puis, ben, bonne chance pour la suite. Y a-t-il quelque chose avant qu'on se quitte que vous voulez nous dire sur des projets qui s'en viennent de votre côté que vous aimeriez qu'on mette de l'avant un peu? On parlait d'images tantôt, puis de livres sur un recueil de textes. J'ai fait un recueil de textes, mais ma façon à moi de m'en sortir, contrairement à Pierre, ça a été de l'illustrer. Donc, il y a un livre qui va sortir à la fin du mois qui va s'appeler Luc de Lanchelière, homme de parole et d'images. Et donc, ça, c'est un livre que j'ai dessiné, en fait, mon mois de juillet autour de 70 textes de chansons. OK. Veux-tu m'envoyer le lien de ça s'il existe déjà? Je vais le chercher puis je vais essayer de te faire parler. Ouais, j'aimerais ça. Je le mettrai sous les publications. 23-24 novembre que ça Ouais. passe. Ben, c'est presque demain, ça. OK, merci. Puis Pierre, de ton côté, y a-tu des projets d'écriture? En masse, mais je vais te parler d'affaires bien concrètes. Je vais guidonner. Dans quelques jours, je pense le 13 novembre, sort un truc, une nouvelle collection aux Éditions de l'Homme, et qui est un livre consacré entièrement à un disque célèbre de l'histoire de la musique au Québec. Alors, c'est un magnifique truc, c'est un magnifique objet. C'est grand comme un 33 tours. Et le tout premier, c'est le premier Beau Dommage. Et alors, donc, c'est très bien fait. Et, tu sais, on s'était dit qu'il n'y a plus rien à dire sur les chansons qui étaient là-dessus, mais, par exemple, si quelqu'un lit ça, il va apprendre que, mettons, j'ai écrit une chanson, la chanson s'appelle Montréal. Quand je dis « Quand ma Mireille me laissé », bien, avec son consentement, j'ai donné le vrai nom de la Mireille dont on en parle dans le livre. Ah ouais, c'est ça. Ça sort dans... Mathieu, naturellement, c'est ça. Comment? C'était Mireille Mathieu, naturellement. Tu viens de couper les ventes. Ça sort dans quelques jours. Je pense que je ne trahis pas rien. Puis le deuxième qui sort en même temps, c'est sur Jaune de Jean-Pierre Ferland. Oh, wow. Puis ça aussi, Pierre, si tu peux, soit toi ou ta conjointe, m'envoyer le lien de ça, là, je vais l'ajouter. Bon, ben bonne fin de journée à vous autres. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour la suite des choses. Bonne chance en bourse. Salut, Pierre. Salut.